Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour objectif de vous soutenir vous et votre communauté dans une démarche holistique de la santé. Aujourd'hui, nous sommes en effet souvent confrontés à des questions liées à la santé et bien souvent les réponses sont relativement extrêmes. Dans ces épisodes, je tente d'aborder les sujets avec une voix du milieu pour vous donner justement des outils au quotidien. Alors la thématique du jour, c'est le sommeil. Est-ce qu'il y a autre chose que le sommeil pour pouvoir récupérer? Parce que nous entendons beaucoup en ce moment des gens fatigués, des gens stressés et qui rêvent d'un énième congé pour pouvoir récupérer ou qui pensent déjà dès le lundi matin à la grasse matinée du week-end ou encore la formule magique de la vitamine C pour pouvoir récupérer. Mais ne pourrions-nous pas faire autre chose au quotidien? Alors, quelle est la situation justement au niveau du sommeil? Une étude de 2019 en France montre que nous avons perdu en moyenne une demi-heure de sommeil sur les 10 à 15 dernières années. Cela pourrait sembler anodin, mais à en croire Rob Wolf, si vous cherchez à tuer quelqu'un en 7 à 10 jours, il suffit de le garder éveillé. C'est montrer l'importance du sommeil. On peut rester de 45 à 60 jours sans manger, et pourtant on ne peut pas rester plus de 7 à 10 jours sans dormir. Il y a encore énormément de secrets derrière le sommeil, mais quelles seraient les conséquences d'un manque de sommeil à court terme? En fait, c'est une étude de 2017 de médics et collaborateurs qui nous montre que le manque de sommeil implique directement une sensibilité accrue au stress, des douleurs somatiques, une qualité de vie réduite, une détresse émotionnelle et des troubles de l'humeur. D'ailleurs, la frustration et la résistance à la frustration est un facteur qui est étudié par Goldschmidt de l'Université de Michigan et qui montre à quel point un bon sommeil permet de mieux gérer la frustration et est une des facettes de la régulation des émotions. Et on peut également observer très rapidement avec un manque de sommeil des déficits cognitifs, de mémoire et de performance. Alors vous allez me dire, la solution est simple, il suffit de dormir un peu plus. Et pour cela, nous avons une formule selon votre typologie de sommeil. Si vous êtes plutôt un couche-tard ou un lève-tôt, vous avez besoin entre 4 et 5 cycles de sommeil. Un cycle du sommeil étant environ 90 minutes. Ça peut varier de 70 à 120 minutes, mais en moyenne, nous comptons 90 minutes. Et donc, si vous avez besoin de 4 à 5 cycles de sommeil, plus de 20 à 40 minutes pour pouvoir vous endormir, cela vous donne des nuits de 6h40 à 7h50 en moyenne. Tout cela est assez simple, tout cela peut s'évaluer, soit par des questionnaires d'auto-évaluation, soit par des tests génétiques. J'en ai parlé il y a quelques épisodes. Mais ce serait un peu trop simple de résumer le sommeil à un temps d'endormissement, parce que dans le sommeil, nous avons 4 phases. Nous en avons 3, plus le fameux sommeil paradoxal. Alors, dans la première phase, c'est une phase assez courte, c'est une phase d'endormissement. Ensuite, nous avons le sommeil léger et nous avons le fameux sommeil profond, avant de passer dans le sommeil paradoxal, qui est d'ailleurs considéré comme les soins de premier secours de nos émotions par l'expert du sommeil Matthew Walker. Et donc ce cycle paradoxal est vraiment important pour finalement digérer les émotions de la journée, les événements de la journée. Et il booste d'ailleurs notre créativité. C'est ainsi que l'on peut se rapporter à cette fameuse citation « La nuit porte conseil ». Néanmoins, je viens de parler du sommeil paradoxal, mais il y a également les 3 premières phases. Donc la phase d'endormissement, la phase de sommeil léger et la phase de sommeil profond, durant laquelle justement nous avons cette fameuse récupération physique avec la production d'hormones de croissance, avec la réinitialisation du système immunitaire. Donc c'est vraiment très très important de passer une vingtaine de pourcents de notre temps total en sommeil profond. Or, plusieurs facteurs aujourd'hui peuvent influencer la qualité de ce sommeil profond. Par exemple, un seul verre d'alcool consommé dans les 3 heures avant d'aller dormir,
eh bien, diminuera la qualité et la quantité de sommeil profond. L'excès de lumière bleue, qui est probablement la première pollution aujourd'hui concernant la qualité de notre sommeil, eh bien, vient diminuer la production de mélatonine, ou en tout cas la post-posée, et donc diminue la qualité de notre sommeil. Ce qui effectivement est probablement l'élément qui a le plus changé durant mes 22 années d'expérience. Alors finalement, au-delà de l'alcool et de la lumière bleue, qui est produite par tous les équipements électroniques aujourd'hui, que ce soit un smartphone, que ce soit un ordinateur et même les écrans de télévision, eh bien, on peut ajouter à cela toutes les sources de stress. J'en définis 7 de manière générale. Il y a le stress physique, par exemple, une douleur va vous empêcher de dormir correctement ou va réveiller durant la nuit. Le stress biochimique, comme l'alcool, on en a parlé, mais également manger trop tard par rapport à l'endormissement. Le stress chimique, comme la consommation de certains médicaments. Vous avez le stress thermique, comme dormir dans une chambre qui est trop chaude. Le stress électromagnétique, comme dormir en présence de votre smartphone. Le stress émotionnel, bien sûr, si vous gambergez par rapport à la prise de tête avec un membre de la famille, par exemple, ça peut vous marquer et vous empêcher de dormir, ou vous empêcher d'avoir un sommeil profond. Et enfin, le stress mental, le plus connu, finalement, si vous avez un stress d'anticipation sur un dossier qui doit être bouclé pour le lendemain, ou d'autres sources de stress qui ne sont pas encore arrivées. Donc, vous le voyez, n'importe quel type de stress peut perturber la qualité du sommeil et donc entraîner une fatigue qui petit à petit s'accumule. On s'habitue avec cette sensation de fatigue, on essaie de pallier à cette fatigue avec la caféine, avec d'autres stimulants, avec le sucre, et puis on rêve, comme je le disais, dès le lundi matin de la grasse matinée du samedi matin, ou chaque semaine des vacances qui vont nous permettre enfin de récupérer. Donc, la solution à l'amélioration de la qualité du sommeil serait donc de favoriser les conditions optimales de sommeil, que ce soit les conditions directes de l'environnement, que ce soit ce que l'on fait dans les 3 dernières heures avant d'aller dormir, voire même tout ce que l'on fait durant la journée. Mais la thématique d'aujourd'hui est plutôt de savoir s'il n'y aurait pas autre chose à utiliser pour récupérer, pour améliorer notre niveau d'énergie par rapport au sommeil. Que se passerait-il si je vous donnais des trucs et astuces pour stimuler un peu un circuit magique, une espèce de bouton reset pour améliorer justement la récupération, la guérison, le sommeil au quotidien? Eh bien, cette solution est un des sujets énormément étudiés aujourd'hui à travers la science, à travers le biohacking, pour ceux qui connaissent, c'est le nerf vague, ce fameux 10e nerf crânien qui est le plus long, un des plus longs nerfs de notre système nerveux, qui est le principal nerf du système nerveux autonome parasympathique. Alors, petite parenthèse, vous connaissez sans doute votre système nerveux autonome, c'est celui qui gère toutes vos fonctions autonomes. Votre cœur, par exemple, vous n'avez pas à y penser pour pouvoir l'activer. La respiration, elle est un peu entre les deux. Vous pouvez à la fois la modifier, mais de manière générale, vous ne pensez pas à respirer. Et donc, tout ce qui permet d'accélérer votre cœur, d'accélérer la respiration, c'est ce qu'on appelle le système nerveux orthosympathique. C'est ce qui vous permet de mobiliser de l'énergie. C'est le système qui est stimulé en cas de stress. Mais en cas de stress, soit un stress de survie, ce qui serait logique, soit un stress chronique qui vient un peu modifier votre équilibre, votre homéostasie. Donc ça c'est effectivement en relation avec les 7 sources de stress que je vous ai citées tout à l'heure, parce que ces sources de stress peuvent s'accumuler. Ça n'est pas grave, le stress peut se digérer et il a ce système nerveux autonome a cette deuxième fonction que l'on appelle le système nerveux autonome parasympathique, qui permet justement, à l'opposé du système orthosympathique qui est résumé en fight and fly,
je cours et je fuis le stress ou je combats le stress, eh bien, le système parasympathique est résumé par je me repose et je digère. Parce qu'effectivement, lorsque votre système parasympathique est actif, votre fréquence cardiaque diminue, votre fréquence respiratoire diminue, mais votre système digestif est stimulé. Le sang est envoyé au niveau des organes internes. Et donc, là, on a une clé pour pouvoir, à n'importe quel moment de la journée, pouvoir un peu stimuler notre système parasympathique, notre système de récupération, sans devoir justement faire la sieste ou dormir. Bien sûr que le sommeil va rester un élément important, la sieste est également un outil intéressant, mais vous pouvez faire des petits resets réguliers durant la journée pour améliorer cette tonicité du nerf vague. Alors, je vais d'abord faire une petite parenthèse, puisque certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges, qui explique qu'en fait, on a deux branches au niveau du système parasympathique. On a celle ventrale qui permet justement de se reposer, de guérir, de récupérer, que l'on va vouloir justement stimuler par les différents outils que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais on a en même temps le système nerveux parasympathique dorsal, qui est plutôt la version lorsque vous êtes en mode freeze, quand vous ne pouvez plus échapper au stress, lorsque vous ne pouvez plus justement combattre, vous avez une dernière option qui est la moins optimum, mais qui reste une option de survie, qui est le fait de ne plus bouger, de faire le mort. Et donc ça, c'est le système physiologique qui collapse et qui peut effectivement stimuler ce système parasympathique. À l'excès, ce serait de tomber dans les pommes lorsqu'on a un stress intense. Donc, la santé de ce nerf vague, elle peut se mesurer aujourd'hui, hein, c'est cette tonicité vagale, et on la mesure grâce à la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque eh bien, mesure la variabilité qu'il y a entre deux pulsations cardiaques. Au plus cette variabilité est grande, au plus votre corps peut réagir correctement à un stress, et donc c'est signe de bonne santé, c'est signe de bonne résilience physiologique. Une expression que j'aime utiliser, c'est la flexibilité métabolique. Donc l'objectif n'est pas d'éliminer le stress, ou en tout cas de ne pas l'éliminer totalement, puisqu'on a besoin d'une certaine source de stress pour rester actif, pour rester alerte, mais en même temps, l'objectif c'est que votre corps puisse réagir rapidement à un stress et revenir donc rapidement à une situation plus relaxe. Et cette variabilité cardiaque, cette cohérence cardiaque, elle s'entraîne. Nous avons aujourd'hui plusieurs outils qui ont été évalués, étudiés de manière scientifique pour pouvoir justement l'améliorer et obtenir justement une meilleure homéostasie, une meilleure flexibilité métabolique. Alors, je vous en cite quelques-unes. Vous avez l'exposition froid, hein, qui a, avec une activation physiologique, va pouvoir, après cette exposition, avoir un effet de bien-être. La respiration profonde et lente, on le disait tout à l'heure, le meilleur moyen d'agir sur le parasympathique, c'est de reprendre le contrôle de votre respiration. Vous avez également l'action de chanter qui va agir justement sur la respiration diaphragmatique et profonde, mais qui en même temps va faire vibrer vos cordes vocales, ce qui va venir stimuler le nerf vague. C'est pour ça que gargariser est également un bon moyen de stimuler ce nerf vague. En parallèle, un bon microbiote, et donc les probiotiques et les oméga 3 ont également une influence positive sur le système parasympathique et le nerf vague en particulier. La méditation, bien évidemment, le massage également, avec en parallèle une bonne production d'ocytocine qui est justement en lien avec ce système parasympathique. Et, chose vraiment importante, le fait de socialiser, d'être en contact avec des amis, avec des membres de la famille, avec lesquels on se sent en parfaite sécurité. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir stimuler le nerf vague, c'est cette sensation de sécurité. Évidemment, si vous avez un dîner de famille durant lequel il y a des tensions, vous ne serez pas dans ce système parasympathique. Alors, si vous observez bien, finalement, toutes ces actions sur le système parasympathique, le nerf vague, eh bien, sont des actions que nos anciens
nos ancêtres avaient naturellement dans leur quotidien. Je m'explique. L'exposition au froid, eh bien, la généralisation du chauffage central en France ne s'est faite que dans les années 50. Donc avant ça, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se lavaient à l'eau froide. Donc ils avaient déjà une stimulation du nerf vague par le simple fait de se laver. Respiration profonde et lente, bon, je ne pense pas que nos grands-parents étaient à faire de la méditation dès le saut du lit, mais le fait de chanter à l'église, par exemple, ou le fait de chanter ensemble, éventuellement, hein, puisqu'il n'y avait pas tous les programmes télé que nous avons aujourd'hui, eh bien, stimulait également le nerf vague. Le fait d'avoir une alimentation qui était beaucoup plus riche en probiotiques, avec tous les aliments fermentés, eh bien, entretenait également notre nerf vague. La quantité d'oméga 3 que nous consommions il y a quelques siècles était de meilleure qualité. Vous savez sans doute qu'une bonne source d'oméga 3 vient des poissons gras. Alors comment, évidemment, les Ardennais, il y a quelques générations, pouvaient consommer des sardines? Il n'y avait pas de sardines vraiment à l'époque. Eh bien tout simplement parce que la plupart des ruminants peuvent transformer la cellulose de l'herbe en oméga 3. Et donc les viandes qui étaient bien, ou en tout cas le bétail et les viandes, le gibier, donc les viandes sauvages, étaient beaucoup plus riches en oméga 3 qu'aujourd'hui. Donc il ne fallait pas spécialement consommer des sardines et du saumon pour avoir notre quantité d'oméga 3. Et en parallèle, il y avait moins d'oméga 6, puisqu'on ne connaissait pas à l'époque toutes les huiles végétales. Quant au massage, je ne connais pas les pratiques de massage dans nos différentes civilisations, mais dans certaines cultures, le massage était effectivement chose plus courante, je dirais, et donc effectivement, là encore, une occasion de stimuler ce nerf vague. Et le fait de socialiser était vraiment important. Effectivement, aujourd'hui, nos activités de loisirs sont souvent limitées aux écrans, alors qu'avant, effectivement, on se retrouvait peut-être plus facilement en famille ou entre amis ou en communauté pour pouvoir échanger, discuter, partager un repas. Et donc là, à nouveau, on stimulait le nerf vague. D'ailleurs, c'est une observation que les scientifiques y ont découvert les fameuses zones bleues, hein, ces zones qui actuellement regroupent les plus grandes communautés de centenaires sur la planète. Hein, eh bien, on se rend compte qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils consomment de l'alcool. Alors, ce serait intéressant de se dire, tiens, mais est-ce que l'alcool permet de vivre plus longtemps? Mais on s'est rendu compte que derrière la consommation d'alcool, c'était cette socialisation, cette consommation d'alcool est finalement euh, euh, le symptôme, ou en tout cas l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est quoi? C'est ce contact social, c'est le fait de partager quelque chose d'agréable durant lequel notre système nerveux eh bien, s'active, en tout cas au niveau du système nerveux parasympathique. Donc on est dans une phase de guérison, de réparation de la journée, de bobos émotionnels, de problèmes plutôt liés au stress. Et l'activité physique, vous me posez comme question. Eh bien, on peut avoir deux effets de l'activité physique. Soit nous avons l'activité physique qui est plutôt intense, hein, qui est plutôt de type orthosympathique, qui va nous faire transpirer, qui va activer notre système circulatoire, mais qui, en réponse, un peu comme le bain froid, eh bien, va entraîner une production d'endorphines et ça va s'accompagner d'une stimulation du système parasympathique et donc du nerf vague. Donc l'entraînement bien dosé, régulier, va à la fois éliminer le stress accumulé, puisque, on l'a dit plus tôt, la meilleure réaction au stress, c'est dans l'action, hein, c'est soit de fuir le stress, soit de se battre. On ne va pas spécialement se battre avec ses collègues ou fuir nos collègues si on a un souci avec eux, mais on peut faire du sport pour éliminer cette tension nerveuse accumulée durant la journée. Donc là, on a un premier effet. Et un deuxième effet, eh bien, c'est tout simplement la production d'endorphines et la stimulation du nerf vague, surtout si on termine par une petite douche froide. Et puis, on a un autre concept. Hein, donc, si vous connaissez le terme workout en anglais, qui est le terme pour définir un entraînement physique où l'on va dépenser de l'énergie, eh bien, on a le concept du work-in, hein, qui est l'entraînement qui va vous donner de l'énergie, qui stimule justement le système parasympathique par des exercices qui sont couplés
à une respiration diaphragmatique et profonde, comme on peut retrouver justement dans le yoga, le tai chi ou les exercices de relaxation. Et donc, revenons au sommeil justement, qui était à la base de cet épisode où je disais que finalement, on perd en temps et en qualité de sommeil depuis plusieurs générations, et je vous proposais justement d'agir sur un circuit magique, entre guillemets, un circuit physiologique, pour, en parallèle à l'amélioration de votre sommeil, eh bien, accélérer votre récupération, stimuler votre système de guérison, de récupération. Eh bien, là, on a d'une pierre deux coups, parce qu'en travaillant votre nerf vague durant la journée, vous allez diminuer la charge de stress et vous serez donc dans de meilleures situations, de meilleures positions pour pouvoir profiter d'une bonne nuit de sommeil. C'est pour ça que je vous parle souvent dans mes podcasts et j'en parle énormément dans mes coachings, c'est un programme de récupération active. Ce qui était tout à fait naturel pour nos grands-parents, eh bien, ne l'est plus. Aujourd'hui, on a tellement de stimulation externe, c'est le monde dans lequel nous vivons, on est avec tous les bénéfices de ce monde technologique, mais on a aussi tous les inconvénients. Et c'est là qu'il est important de faire, de passer à l'action et de se lancer dans un programme, comme on se brosse les dents tous les matins, eh bien, on devrait stimuler notre nerf vague un peu tous les jours avec les différentes, justement, actions et comportements que je vous ai proposés. Donc, on va les reprendre un à un. Tout d'abord, la consommation de probiotiques et d'oméga 3 devrait se faire tous les jours. Une cuillère à soupe d'un légume fermenté, que ce soit un cornichon, que ce soit de la choucroute, que ce soit des carottes fermentées, que sais-je, vous pouvez maintenant en trouver facilement dans les magasins biologiques, eh bien, une cuillère à soupe tous les soirs avant de manger va améliorer votre digestion, va amener des fibres et va amener des probiotiques. Et la consommation d'oméga 3, alors pour avoir une consommation d'oméga 3 optimale, vous devez avoir de 2 à 3 consommations de petits poissons gras par semaine, puisque les oméga 3 on peut les accumuler. Et on pourrait ajouter alors des graines de chia ou des graines de lin au quotidien pour être certain d'avoir une dose optimale. Ensuite, la deuxième recommandation que je pourrais vous faire, c'est de réserver au minimum une demi-heure de routine tous les soirs pour justement diminuer la pression, diminuer le cortisol, amener un peu plus de GABA, amener un peu plus d'ocytocine, stimuler le parasympathique, tous ces éléments qui vont à la fois stimuler ce nerf parasympathique, mais en même temps améliorer votre sommeil. Donc on fait vraiment là d'une pierre deux coups. Donc dans la demi-heure avant d'aller dormir, je vous conseille de tout d'abord changer l'ambiance vers une ambiance tamisée. Et durant cette période tamisée, vous allez choisir l'une de ces activités. L'exposition au froid, attention, le froid, vraiment très froid, c'est plutôt intéressant le matin pour se réveiller. Donc il faudrait une douche qui est plutôt froide, mais pas trop froide le soir. C'est plutôt une action à réaliser durant l'été, si on veut vraiment avoir une action sur la qualité du sommeil. Ce nerf vague, on peut le stimuler pendant toute la journée. Donc la douche froide, vraiment très froide, je la déconseille quand même juste avant d'aller dormir. Là où on rencontre les meilleurs effets, c'est 3 à 4 heures avant d'aller dormir. Donc on a vraiment cette période d'une demi-heure où là on va vraiment agir de manière directe sur le parasympathique. Et tout ce qui se fait 3 heures avant d'aller dormir, c'est plutôt de manière indirecte, comme l'activité physique. Lorsque vous allez transpirer, eh bien ça ce sera 3 heures minimum avant d'aller dormir. Une douche froide, 3 heures avant d'aller dormir. Par contre, dans la demi-heure avant d'éteindre la lumière, eh bien, ce serait une douche qui est légèrement fraîche, ou ce serait une petite séquence de yoga, une petite séquence de tai chi, pour vraiment travailler sur votre respiration profonde. On peut travailler justement sur la respiration seule, et le protocole que je peux vous proposer, c'est 4 secondes d'inspiration, 7 secondes d'apnée, 8 secondes d'expiration, et vous le répétez pendant 3 ou 4 minutes. Vous voyez que ça ne doit pas prendre énormément de temps si vous n'avez pas l'habitude, et si vous avez un cerveau qui a l'habitude de trop fonctionner. D'ailleurs,
Autre petit bonus que je pourrais vous proposer, avant cette demi-heure tamisée, n'hésitez pas à mettre sur papier tout ce qui vous tourlupine, parce que si le cerveau sait que c'est noté, eh bien il aura plus facile à lâcher prise. Ça ne marche pas avec tout le monde. Certaines personnes auraient tendance alors, si elles commencent à écrire, à ne plus savoir s'arrêter. Donc évidemment, il n'y a pas de formule réellement magique. Tout à l'heure, je vous parlais d'un circuit magique. Lorsque c'est physiologique, hein, respirer, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire ne fût-ce que pendant 3 minutes, ou voire 2 minutes, voire 1 minute. Et vous aurez déjà un impact. Il suffit de 5 respirations complètes, diaphragmatiques et profondes pour déjà aller stimuler le parasympathique. Et bien souvent, vous allez sentir que vous avez une augmentation, par exemple, de la salive au niveau de la bouche. Parce que justement, pour produire cette salive, vous devez être en parasympathique. Si vous avez une bouche pâteuse, si vous avez la bouche sèche, c'est que vous êtes en excès orthosympathique et en plus en déshydratation. Donc, la déshydratation, ou l'hydratation, pardon, est-ce qu'elle stimule le nerf vague? Non, mais évidemment, si vous êtes déshydraté, c'est beaucoup plus difficile de passer en parasympathique. Vous pouvez aussi chanter, sauf si ça dérange éventuellement vos colocataires ou vos voisins, mais vous pouvez aussi terminer le brossage des dents par 2-3 minutes de gargarisme. Et là, vous allez travailler justement sur votre parasympathique. La méditation, il existe beaucoup de types de méditation. Ça peut être via de la musique, via la visualisation, via des sensations. Donc si vous connaissez déjà vos canaux de préférence, est-ce que vous êtes plutôt kinesthésique? Alors faites une méditation qui agit sur vos sens kinesthésiques. Si vous êtes plutôt visuel, eh bien choisissez une méditation plutôt visuelle. Parce que là aussi, hein, si on peut programmer et organiser un programme de récupération active, eh bien la méditation aussi se travaille et s'apprend. Le massage, hein, le massage aura plutôt un effet d'ocytocine si vous le faites en couple ou en famille ou en tout cas avec quelqu'un. L'automassage aura déjà un impact intéressant, hein, mais sera un peu plus physique, je dirais, avec les foam rollers si vous connaissez. Et enfin, le fait de socialiser, évidemment, passer une demi-heure avec votre conjoint ou avec les enfants, passer une demi-heure à faire un jeu de société, on sait que le fait de jouer un jeu de société va augmenter l'ocytocine et l'ocytocine aide à la qualité du sommeil. Donc vous avez là énormément d'outils à utiliser durant la journée, mais à un moment crucial, c'est-à-dire une demi-heure avant d'aller dormir, voire dans les 3 heures avant d'aller dormir. Vous pouvez déjà être dans une ambiance tamisée 2 à 3 heures avant d'aller dormir et vous allez encore améliorer tous ces processus au niveau du sommeil. Tout comme vous pouvez, si ce n'est pas possible, utiliser certains de ces outils durant votre journée. Alors, pour terminer ce podcast, je vais m'adresser spécifiquement aux coachs. Vous, en tant que coach qui écoutez ces épisodes, que faites-vous? Est-ce que vous proposez justement, à côté du programme cardiovasculaire, qui est important, à côté du programme de renforcement musculaire, qui est important, les deux sont importants. On ne va pas favoriser l'un par rapport à l'autre. On a des bénéfices d'avoir un meilleur cardio, et on a des bénéfices d'avoir une meilleure masse musculaire, on a des bénéfices d'avoir une meilleure souplesse, une meilleure posture, et d'un meilleur système de récupération. Pour moi, le coach du 21e siècle, il doit avoir des outils pour agir sur la nutrition, qu'elle soit personnalisée, pas généralisée, sur l'activité physique, le dosage, l'intensité, la fréquence, le type d'activité physique, et cette récupération active qui peut prendre différentes formes comme vous l'avez découvert. Si vous manque maintenant un outil, je vous invite à télécharger gratuitement l'outil que j'ai créé, la modélisation optimale de la santé, sur base de la modélisation d'un business plan. Hein, on va modéliser son plan d'affaires pour pouvoir prévoir et anticiper des bénéfices. Eh bien, vous devriez faire ça également pour votre santé. C'est ce que j'ai créé. Et si vous êtes coach et vous êtes intéressé par ce concept, n'hésitez pas à me contacter directement. Le document de base est à télécharger gratuitement sur mon site davidgermeau.com. Il permet donc de modéliser la santé optimale d'une personne en partant de sa santé actuelle, qui est vraiment une évaluation, une auto-évaluation très personnelle. Parce que ma santé optimale ne sera pas votre santé optimale, et ne sera pas celle de votre voisin ou de vos coachés. Donc c'est important de définir, tiens, mais pour cette personne, c'est quoi finalement sa santé optimale? Et quelle serait sa santé
Et quelle est sa santé aujourd'hui? De quoi se plaint-elle par rapport à cette santé optimale? Il y a 9 questions essentielles à se poser et je peux vous y guider si vous voulez aller un peu plus loin. Parce qu'à partir de là, eh bien, vous pouvez, avec les compétences que vous avez, utiliser plusieurs stratégies. Enfin, avant de terminer totalement ce podcast, je voudrais attirer votre attention sur le fait que malgré tous ces outils, il se peut que vous n'ayez pas les résultats escomptés, les résultats optimum, soit avec vous-même, soit avec vos coachés. Parce que il y a encore un dernier élément qui peut avoir une action sur la qualité de cette tonicité vagale, de ce nerf vague, ce sont les traumas inconscients. Celui-ci a directement une implication sur la qualité du microbiote, et donc une auto-inflammation, une inflammation du microbiote peut venir d'un trauma inconscient qui date depuis longtemps et dont vous n'avez pas spécialement accès. Or, nous avons 90% des informations qui partent du microbiote et qui remontent vers le cerveau, et que 10% des informations qui partent du cerveau vers le microbiote. Et donc, si à un moment ou à un autre, il y a une information qui a été analysée par votre cerveau, qui est descendue dans le microbiote et qui a enflammé ce microbiote, eh bien, vous avez 90% des informations qui remontent et qui vont entretenir cette inflammation. Et donc là, il y a des outils, des auteurs qui se spécialisent dans cette thématique. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez avoir ce genre de référence sur les différents outils que l'on peut travailler alors plutôt en thérapie pour venir diminuer cette auto-alimentation d'une inflammation du système microbien, du microbiote à partir du système nerveux. Une fois de plus, cet épisode est sponsorisé par Embrator, qui est une jeune compagnie canadienne qui s'est lancée dans le développement d'une gamme optimale de vêtements de sport pour hommes en ce moment, mais la gamme a déjà un énorme succès et donc va certainement s'agrandir. La spécificité de ces t-shirts que je porte par exemple encore une fois aujourd'hui, c'est qu'ils sont faits en fibre de bambou. Alors la fibre de bambou a vraiment énormément d'avantages. C'est une qualité optimale au niveau justement de notre écosystème, donc c'est respectueux de l'environnement, c'est extrêmement agréable à porter, c'est une bonne régulation thermique, c'est hypoallergénique, donc ça c'est important pour les gens qui seraient allergiques à certains tissus, ça nous protège des rayons UV, c'est infroissable, donc pas besoin de repasser, ça c'est vraiment utile, c'est résistant à la sueur, donc on a vraiment une perspiration qui est vraiment optimale, qui est vraiment soutenue, et on reste comme ça dans un état de fraîcheur pendant de nombreuses heures. Je vous mettrai évidemment tous les liens pour découvrir un peu plus la gamme de Embrator qui livre partout dans le monde dans la description de ce podcast. J'espère à nouveau vous avoir inspiré à prendre votre santé de manière holistique, vous ou votre communauté si vous êtes coach. N'hésitez pas à revoir un petit peu votre coaching et à amener cette option holistique, cette option globale pour avoir un impact à moyen et long terme. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée et surtout, prenez soin de vous.